Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz. Je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et aujourd'hui j'ai un invité très spécial. Pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir Nima R. Al-Khorshid, professeur assistant en mécanique des sols, en génie civil et bien sûr, comme vous le savez tous, animateur du formidable podcast Dialogue Works, sur lequel Nima travaille depuis environ 4 ans, je crois, en explorant les relations internationales. Il a discuté avec de très nombreuses personnes et accompli un travail remarquable, un travail qui m'a personnellement inspiré également. Il s'est aussi montré particulièrement engagé à propos de l'affaire terrible concernant mon compatriote Jacques Beau, ce dont je lui suis très reconnaissant. C'est donc un grand plaisir de t'avoir parmi nous, Nima. Bienvenue sur la chaîne. Avec plaisir, Pascal. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Enfin, nous avons l'occasion de discuter et merci beaucoup pour votre aimable présentation. Je suis très heureux que nous puissions parler. Nous aborderons principalement l'Iran dans la seconde partie, mais je pense que nous devrions commencer un peu par ta chaîne. Parce que, enfin, sur ta chaîne, tu explores tellement de sujets et tu reçois tellement d'invités formidables. Mais en fait, nous avons un peu discuté avant de commencer. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais su pourquoi tu avais lancé tout ça. Et tu sais, en tant qu'ingénieur civil, comment se fait-il que tu te sois retrouvé à parler de géopolitique sur YouTube? Quand j'ai décidé de lancer ce podcast et cette chaîne, l'objectif principal était de comprendre ce qui se passait en Ukraine. À ce moment-là, je savais très peu de choses sur la Russie. Je ne savais pas qui était Vladimir Poutine, ce qu'était réellement la Russie, ni quelles étaient les motivations en Ukraine. Pourquoi la Russie envahissait-elle l'Ukraine? C'étaient les principales questions que je me posais. Une autre raison, c'est que, tout à coup, j'ai entendu le président de la Russie dire qu'il voulait dénazifier. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Des nazis en Ukraine? Le nazisme existe-t-il encore là-bas? Qui sont ces gens? J'ai toujours pensé que les nazis venaient surtout d'Allemagne, peut-être de Pologne au maximum, alors comment pouvaient-ils être en Ukraine? J'étais totalement ignorant à ce sujet. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait en Ukraine. C'était ma principale motivation pour lancer le podcast. Je voulais parler avec des personnes qui savaient ce qui se passait dans cette région, sur les plans militaires, économiques et politiques, afin de comprendre la situation globale en Ukraine. Puis petit à petit, je me suis familiarisé avec les politiques étrangères, avec ce qui se passait dans la politique étrangère de l'Europe, de la Russie et des États-Unis. Quel était l'objectif principal des États-Unis en Ukraine? Et ensuite, tout a commencé à se développer, petit à petit. Je ne voulais pas que cela aille aussi loin, mais c'est arrivé soudainement. Rien n'était prévu de mon côté. C'est simplement arrivé. J'apprenais, j'essayais de comprendre. Ce fut un immense processus d'apprentissage pour moi, car je n'avais aucune idée de la manière dont la politique étrangère d'un pays est définie et mise en œuvre. Donc en gros, tu es tombé dans le terrier du lapin et tu as continué à creuser toujours plus profond. Aujourd'hui, après presque 4 ans, qu'est-ce que tu penses avoir compris de tout ça? Et tu sais, c'est assez drôle, parce que je connais ta chaîne depuis ses tout débuts. J'ai en fait lancé la mienne vers février 2022, quand j'ai commencé à la prendre au sérieux. J'ai vu ce que tu faisais et la manière dont tu abordais les choses, et j'ai toujours admiré le fait que tu avais tant de vraies questions, simplement des questions sincères pour tes invités. Maintenant, tout ça a parfaitement du sens. Alors, où en es-tu aujourd'hui dans ta propre compréhension du fonctionnement de la politique mondiale après ces 4 années?
Je me situe à peu près dans ce que John Mearsheimer décrit comme la force fait le droit. Je pense qu'il a tout à fait raison en ce qui concerne la politique étrangère des États-Unis. La politique étrangère américaine a été le principal moteur des politiques à travers le monde, car ils étaient la seule superpuissance. Et tous les pays, qu'ils viennent d'Asie occidentale, de Russie ou d'ailleurs, en ont été influencés. La politique étrangère des États-Unis repose sur le principe que la force fait le droit, et peu importe réellement la puissance des autres pays. Il faut les maintenir à l'échelle régionale. Même s'ils ne le recherchent pas, je pense que l'un des principaux concepts de la politique étrangère des États-Unis est ce qui a été formulé dans la doctrine Wolfowitz. J'ai découvert cette doctrine pour la première fois en discutant avec Paul Craig Roberts. Il m'a expliqué ce qui se passe avec la politique étrangère américaine et pourquoi ils agissent ainsi en Asie de l'Ouest, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Taïwan. Tous ces éléments s'assemblent dans mon esprit alors que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Une combinaison de ce que John Mearsheimer tente, vous savez, d'expliquer au monde entier. Comment tout ça fonctionne. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que pensent les États-Unis. Il décrit simplement l'état d'esprit de ces gens. Néoconservateurs, néolibéraux, l'appareil, l'état profond, peu importe comment on les appelle. Leur logique est simple. La force fait le droit. Je pense que c'est toujours vrai, surtout maintenant, en 2026, avec la guerre en Ukraine qui dure depuis 4 ans et une guerre entre les États-Unis et l'Iran sur le point d'éclater. On pourrait dire que rien n'a changé. C'est déprimant, non? Parce que nous aimerions que le monde soit un endroit meilleur, et nous aimerions croire que le droit international compte, que les normes comptent, et que les pays pris individuellement comptent. Vous savez, l'Assemblée générale des Nations unies, un pays, une voix. D'accord, nous savons tous que le Conseil de sécurité a des règles différentes, mais en principe, nous aimerions que ce soit ainsi. Mais le monde ne l'est pas. Alors, comment cela se présente-t-il depuis le Brésil, là où vous êtes? Je veux dire, comment les gens là-bas perçoivent-ils cette spirale infernale dans laquelle, selon moi, les États-Unis et l'Europe se trouvent en ce moment, puisqu'ils deviennent de plus en plus violents? Tu sais, c'est très intéressant que tu mentionnes l'ONU, les Nations unies. Il y a eu des époques, je dirais les grandes années de l'ONU, où elle était capable d'agir, de prévenir certaines choses. Cela a d'une certaine manière disparu de la scène. Ce n'est pas à cause de l'ONU en tant qu'organisation, c'est à cause des États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient la seule superpuissance, et chaque pays, avant de voter à l'Assemblée, même ceux du Conseil de sécurité, regardaient d'une certaine façon vers les États-Unis. Quelle est la décision du côté américain? Ensuite, ils décidaient de la manière dont ils allaient voter. Mais l'influence des États-Unis s'est en quelque sorte affaiblie au fil des années en raison de la montée des BRICS et de celle de la Chine. La Russie non plus n'est plus dans la même position. Vous vous souvenez, en 2000, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, la Russie était dans un chaos total. Et vous savez, il a fallu environ 10 ans à la Russie, de 2000 à 2010, pour mettre fin au conflit avec la Tchétchénie, avec le Daghestan, avec ces groupes qui, d'une certaine manière, collaboraient avec la CIA pour déstabiliser la Russie. Mais toutes ces déstabilisations ont disparu de la scène. Et maintenant, on voit la Chine croître, les BRICS se renforcer, comme une alternative puissante à ce que les États-Unis ont à offrir. Cela a changé la réalité de l'ONU.
Aujourd'hui, l'ONU n'est pas influencée par les États-Unis. Elle est influencée par toutes ces puissances. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de la Palestine et d'Israël, on voit que les États-Unis sont tout simplement isolés. Personne ne vote dans le sens du soutien américain à Israël. Personne n'est d'accord. La plupart des pays ne partagent pas la position des États-Unis ni leur politique en Asie de l'Ouest. J'ai dit cela pour en venir au Brésil. Le Brésil est un pays immense. Regardez la carte, vous verrez à quel point il est vaste. Le Brésil est le pays le plus important d'Amérique latine sur le plan économique. Mais le Brésil n'a pas eu beaucoup d'influence en matière de politique étrangère. Il n'était pas vraiment concentré sur la politique étrangère. Mais le Brésil est en train de changer, et ce changement se produit de manière radicale en raison de ses liens avec la Chine, la Russie et les BRICS. Il constate que les États-Unis ne sont pas... Enfin, je ne sais pas. Tu te souviens peut-être quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Il s'est simplement opposé au président brésilien en exercice, soutenant Bolsonaro, l'ancien président, et disant « vous devez faire ceci ou cela », selon ce qu'il pensait. Il essayait d'imposer les politiques américaines au Brésil. Soit vous le faites, soit vous subissez 50% de droits de douane sur le Brésil. Les Brésiliens ont répondu « allez-y avec les 50% de droits de douane ». Oui, et à ce stade, tu sais, nous savons que le Brésil dans l'ensemble s'en est plutôt bien sorti. Je veux dire, le Venezuela vient tout juste de subir un changement de régime, des centaines de morts, le président enlevé. C'est quand même stupéfiant, non? Le genre de choses que les États-Unis peuvent se permettre de faire aujourd'hui, et recevoir en plus les applaudissements de l'Europe, ce qui, pour moi en tant qu'Européen, est encore plus... Je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas vraiment surprenant, mais ça me donne la nausée. C'est comme si toutes ces choses, tous les discours de ces gens, tous leurs appels à un ordre fondé sur des règles et leurs prétentions à être des superpuissances morales, et ensuite ils cautionnent les pires violations du droit international. Et ils continuent à faire comme si tout allait bien. L'Amérique latine, l'Amérique du Sud, le Brésil, perçoivent-ils cela? Ou est-ce que d'une certaine manière, ça a toujours été comme ça? Tu sais ce qui s'est passé au Venezuela. Je pense que toute l'Amérique latine subit une pression énorme de la part des États-Unis. Ce n'est pas seulement le Venezuela, on le voit avec Cuba, et quelque chose pourrait aussi s'y produire. Ça pourrait même s'étendre à la Colombie. Tu as mentionné l'Europe. Que s'est-il passé en Europe? Que s'est-il passé en Ukraine? Qui va ramasser les morceaux de l'Ukraine? Ce seront les Européens. Et qui prendra en charge le Venezuela et Cuba si quelque chose arrive aussi à Cuba? Tu vois toutes ces personnes venir au Brésil. Les États-Unis, par leur politique étrangère, exercent depuis très longtemps une pression considérable sur l'Europe. Ce n'est pas seulement une question d'Ukraine. Regarde l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie et l'Ukraine. Ils ont été dévastés. L'un des principaux problèmes auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui, ce sont, vous savez, ces frontières incontrôlées. Car lorsque des personnes sans papier arrivent dans un pays, elles peuvent apporter d'énormes défis. L'Iran connaît le même problème avec l'Afghanistan. Ce n'est pas seulement l'Europe qui est touchée par l'immigration. Quand je suis allé en Iran, j'y suis resté 40 jours, en décembre 2025. J'ai appris que plus de 12 millions d'Afghans vivent en Iran, pour la plupart sans papier. Un pays d'environ 91 millions d'habitants accueillant 12 millions d'immigrés en si peu de temps. C'est énorme. C'était après le départ des États-Unis d'Afghanistan. Ce n'est pas seulement pendant, vous savez, c'était énorme. Et voici les conséquences, les résultats de la politique étrangère américaine, alors que personne n'en assume la responsabilité.
Personne n'est prêt à s'opposer fermement aux États-Unis, même si ces politiques nous affectent. Ici, au Brésil, c'est la même chose. Il n'existe pas vraiment, vous savez, de relations honnêtes, de relations de travail entre le Brésil et les États-Unis. Parce que les États-Unis, sous l'administration Trump, n'étaient pas capables de communiquer avec le président brésilien. Et ils ne voyaient aucun résultat viable s'ils essayaient de dialoguer avec les États-Unis sous l'administration Trump. C'est là le problème. Alors, disons, la main lourde des États-Unis, et avec elle, tu sais, les États européens complaisants qui les suivent, les encouragent, participent à ces coalitions de volontaires. Maintenant, ils essaient de refaire la même chose avec l'Ukraine, en poussant les Ukrainiens dans les baïonnettes des Russes, rendant cette effusion de sang presque inévitable, puis en rejetant la faute sur la Russie. Et ils traitent des gens comme nous de propagandistes russes, simplement parce que nous faisons remarquer que leurs actions ont, elles aussi, des conséquences. Comment est-ce possible? Tu sais, ta chaîne s'appelle Trial Dialogue Works, et j'adore ce titre, parce que c'est ainsi que je voudrais que le monde fonctionne. Je veux que le dialogue permette de résoudre les choses. Mais on voit bien que les va-t-en-guerre refusent de parler. Ils refusent d'avoir un véritable dialogue. As-tu déjà essayé d'en inviter certains? Parce que moi, oui, et ils disent toujours non. J'ai essayé de leur parler, et ils ont dit non. Ils vont pas le faire, tu sais. Parce que Pascal, ils ont tout. Ils ont les médias traditionnels. Ils n'ont pas besoin d'aller vers les médias alternatifs, vers des chaînes comme la tienne ou d'autres. Tu fais un travail incroyable en invitant des personnes qui sont pour la plupart inconnues des médias traditionnels. Des gens qui savent réellement de quoi ils parlent. Mais les médias traditionnels ne veulent pas connaître ces personnes, ne leur parlent pas. C'est là le principal problème. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Et puis on trouve des gens comme, et je sais que tu les as déjà invités plusieurs fois sur ta chaîne, comme Ted Postol, Jacques Baud, Jeffrey Sachs, Mearsheimer, et ainsi de suite. Tu sais, des personnes très compétentes dans leur domaine, très accomplies, et pourtant personne ne veut les écouter. Dans les médias traditionnels, c'était à en perdre la tête. Quand je dis à mes parents avec qui j'ai pu parler, ils me disent « Oh, ce sont des gens vraiment importants. » Non? Oui, ils le sont. Et pour une raison ou une autre, le discours dominant les rejette complètement. Alors, selon toi, que devons-nous faire pour que le dialogue non seulement refonctionne, mais ait de nouveaux lieux? Je pense que la seule façon pour que cela fonctionne, c'est de déconstruire cette mentalité selon laquelle les États-Unis seraient la seule superpuissance. Vous savez, la manière dont beaucoup de gens le perçoivent, parce que notre public sur Dialogue Works, je pense qu'il est en grande partie informé de ce qui se passe à l'échelle mondiale, de la situation de notre planète. Nous vivons, je dirais, Pascal, à une époque où la guerre en Ukraine a complètement tout bouleversé. Chaque calcul, chaque perspective. Et peut-être que plus tard, dans 20 ans, ou même dans 100 ans, certains décriront cela comme un tournant décisif, le moment où le monde entier a changé. Et c'est tellement important, Pascal, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Russie et de l'Ukraine. Il s'agit de la manière dont les États-Unis peuvent aller aussi loin face à une superpuissance nucléaire, juste à la porte de la Russie. Vous savez, quand ils peuvent faire cela à la Russie, que pensez-vous qu'un pays comme le Venezuela ou le Brésil ou l'Iran devrait en conclure? Je veux dire, à ce stade, ils ont bien montré ce qu'ils sont prêts à faire, non? Ils arrivent avec des hélicoptères Apache, tuent des gens et prennent tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils le peuvent, parce que ça marche. Et ensuite, pour ajouter l'insulte à la blessure, les otages enlevés sont soumis à des procès-spectacles à New York, entre autres,
pour possession illégale d'armes à feu, selon la législation intérieure américaine. C'est tout simplement le comble du ridicule. Mais le message est clair. Nous faisons ce que nous voulons, et la loi américaine s'applique à tout le monde si nous le décidons. Point final. Alors, tu veux pas obéir? Eh bien, l'arrivée d'Apache, c'est un moment effrayant. C'est un moment vraiment effrayant parce que, vous savez, on a toujours pensé qu'à l'époque de la guerre froide, l'image était que les méchants venaient toujours de l'Est, non? James Bond se bat toujours contre la Russie. Et puis on se rend compte que, James Bond lui-même fait partie de tout le jeu de propagande et de lavage de cerveau. Très bien. Qu'en pensez-vous? À mon avis, cependant, la réputation des États-Unis et de l'Europe est irrémédiablement ternie dans le Sud global. Pensez-vous qu'ils parviendront un jour à regagner les cœurs et les esprits des populations? Je n'y crois pas. Je ne crois pas que les États-Unis, avec ce genre de comportement, essayaient de tout imposer, vous savez, tenter de forcer les pays à entrer dans une sorte d'arrangement qu'ils ont en tête, que cela puisse fonctionner. Ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne aujourd'hui. Le changement, Pascal, je ne saurais trop insister sur l'importance des BRICS. Je pense que les BRICS représentent l'avenir. Les BRICS sont la prochaine ONU. Les BRICS peuvent rassembler toutes ces institutions. Vous savez, les États-Unis ont un choix à faire. Veulent-ils vraiment que l'ONU fonctionne? Ils peuvent voir ce qui se passe au sein des BRICS. Ce qui se passe dans les BRICS, c'est que l'on voit tous ces pays avec leurs différences. Mais lorsqu'ils essayent de prendre une décision, ils mettent ces différences de côté et se concentrent sur le terrain d'entente pour travailler ensemble. Cela ne va pas fonctionner avec les États-Unis dans leur forme et leur état actuel, car cette forme reflète l'état d'esprit de personnes qui appartiennent encore à l'ère de la guerre froide. Ils ne comprennent pas la nouvelle réalité du monde. Ils ne comprennent pas que lorsque, vous savez, Donald Trump a commencé, ce n'est pas si loin, c'était en janvier 2016-2017, quand Trump est arrivé au pouvoir et a essayé de forcer la Chine en leur imposant des droits de douane. Et regardez simplement le résultat. Il a essentiellement déclenché le conflit, lancé cette guerre économique, puis il a capitulé. Vous avez vu ça? Vous avez vu cela dans les médias traditionnels? Non, ce n'est pas directement pour que le monde voie ce qui s'est réellement passé. Non, ces moments sont ensuite simplement oubliés, commodément. Tout comme la guerre en Ukraine sera commodément oubliée une fois que, vous savez, la Russie sera à Odessa pour toujours. Ou peut-être même à Kiev, même si je n'en suis pas vraiment convaincu. Mais, vous savez, une fois qu'ils s'arrêteront et qu'il y aura cette zone démilitarisée, et que l'Ukraine sera incapable de poursuivre le combat, alors on va simplement l'oublier. Ce sera comme « Ah bon, il s'est passé quelque chose ». Tout comme « Ah, des tarifs douaniers sur la Chine, il y avait quelque chose ». Je veux dire, c'est cette amnésie sélective qui s'installe, qui ensuite façonne et forme la perception de la situation pour les masses en Europe et en Amérique du Nord. Mais j'ai le sentiment que cela ne fonctionnera plus très longtemps. Car la prochaine chose que les États-Unis semblent préparer en ce moment, et qui sait, je veux dire, c'est vendredi soir ici au Japon, c'est qu'il est possible que l'attaque contre l'Iran ait lieu ce soir. D'autant plus que mes amis du monde de la finance ne cessent de dire que le moment optimal pour quelque chose de ce genre serait un vendredi soir, après la fermeture des marchés à New York, afin d'avoir 2 jours avant que les marchés pétroliers ne deviennent complètement fous. Donc, les paris portent sur une attaque surprise, un vendredi soir, probablement vers 3 ou 4 heures du matin en Iran. Si cela se produit, si cela arrive vraiment, et que cette fois l'Iran l'a clairement fait savoir, ce ne sera pas une guerre de 12 jours. Ce sera une guerre longue, parce que cette fois, ils vont vraiment riposter,
pas seulement faire des gestes symboliques ou de communication. Si cela se produit, à moins que les États-Unis ne puissent y mettre fin et gagner en 6 ou 7 jours, une semaine, quelle que soit la signification de gagner, cela enfoncera un nouveau clou dans le cercueil de la superpuissance. Mais en même temps, cela pourrait tuer de très nombreuses personnes innocentes en Iran, bien sûr. Comment évaluez-vous cette situation? Je veux dire, vous avez aussi des liens personnels avec l'Iran, n'est-ce pas? Comment percevez-vous tout ce spectacle d'horreur en ce moment? Je dirais que ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis en ce moment précis ressemble à ce qui s'est produit le 21 décembre entre la Russie et l'ensemble de l'Occident, l'OTAN et les États-Unis. Le président russe a envoyé 2 lettres, l'une aux États-Unis et l'autre au siège de l'OTAN, disant « Voici ce qui va se passer. Vous allez vous battre. Nous sommes prêts à nous battre. Ou bien, vous allez parvenir à un accord, à une sorte d'architecture géopolitique ou de sécurité pour l'Europe. Nous sommes prêts pour cela. » L'Iran en est à ce moment-là. L'Iran en est à ce moment-là. Les décideurs iraniens, l'appareil de politique étrangère, estiment qu'ils peuvent négocier. Peu importe si les États-Unis essayent d'attaquer l'Iran, leur devoir est de parler, de négocier. Et ils font de leur mieux. D'un autre côté, on voit que les forces militaires et de renseignement, toutes, sont prêtes à se lancer dans ce combat. Pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'Iran aujourd'hui, je dirais qu'il faut comprendre la guerre que la Russie mène en Ukraine. L'Iran a mené cette guerre en 1980. Les États-Unis ont déclenché une guerre par procuration contre l'Iran en utilisant le gouvernement et l'armée irakiens. Et ce n'était pas seulement les États-Unis. À l'époque, c'était juste après la révolution en Iran. Et tout était si fragile. Il n'y avait pas vraiment de gouvernement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas de système et tout est encore en train de se former en Iran. Puis l'Iran a été attaqué par l'Irak. Qui soutenait l'Iran dans cette guerre? Les Européens, je parle surtout de l'Allemagne, du Royaume-Uni, et tous ces États arabes, sauf la Syrie et la Libye, tu sais. Même l'Union soviétique aidait l'Irak dans cette guerre contre l'Iran. L'Iran a survécu à cette guerre. L'Iran était seul à cette époque. La situation aujourd'hui n'est pas aussi mauvaise. Ce n'est plus la même qu'avant. Les États-Unis ne sont plus la superpuissance qu'ils étaient autrefois. Peu importe à quel point les États-Unis essayent de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient. Quand j'étais en Iran, je t'ai dit que pendant 40 jours, j'étais là-bas à essayer de parler avec les gens dans la rue. J'ai discuté avec de nombreux responsables. Ce qui se passe, c'est qu'il existe un lien entre l'opinion publique et la direction lorsqu'il s'agit d'une attaque étrangère contre l'Iran. Ils disent que la seule solution serait d'aller les combattre. Et ils l'ont déjà fait. Nous connaissons ces personnes qui combattaient dans leur vingtaine, voire à l'adolescence. Ils combattaient en Irak. Ces mêmes personnes sont aujourd'hui les commandants en Iran. Ce ne sont pas des gens sans expérience de la guerre. Ils savent ce qu'est la guerre et à quel point elle peut être terrible. Si la guerre éclate, Pascal, ce sera une guerre existentielle pour l'Iran. L'Iran n'a pas le choix. Il ne peut pas se permettre de perdre une guerre contre les États-Unis et Israël. C'est pourquoi je pense que l'Iran ferait tout ce qui est possible. Beaucoup de gens disent que plus de 50% de la puissance militaire américaine se trouve au Moyen-Orient. Et 50%, c'est énorme. Croyez-moi, c'est un renforcement massif. Mais quand on parle avec les gens, avec les responsables, ils n'en ont pas peur. Cela m'a vraiment étonné, car ils croient qu'ils peuvent survivre, qu'ils peuvent riposter. Pour les États-Unis, ce serait une guerre de choix, pas une guerre existentielle. Et je n'ai aucun doute, croyez-moi, je n'ai aucun doute, que les États-Unis perdront. Ils ne seront pas capables de gagner.
Quand je parle de perdre, je ne parle pas de, vous savez, parce que quand il s'agit de la durabilité de la guerre, ce ne sera pas une guerre rapide. Ce n'est pas une guerre où ils peuvent simplement frapper l'Iran en 1 semaine ou 10 jours et ensuite s'en tirer avec tout le concept d'attaque. L'Iran va riposter, et il va riposter durement. Et si tout le concept de la guerre repose sur ce que demande Israël, Israël va être dévasté. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Je ne me réjouis d'aucune forme de guerre. Je ne veux voir aucun pays dévasté par la guerre, parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Gaza. Regardez ce qui se passe à Gaza, avant et après octobre. Avant le 7 octobre, regardez ce qu'était Gaza, et regardez ce qu'est Gaza aujourd'hui. La guerre n'apporte aucune forme de paix. Non, bien sûr que non, ça empire tout. Mais le fait est que certaines personnes croient que c'est une solution, n'est-ce pas? On peut utiliser le grand marteau. Je veux dire, littéralement. Pendant la guerre de 12 jours, l'attaque contre l'installation nucléaire, ils l'ont appelée « marteau de minuit ». Voilà. Même la façon dont ils nomment leurs opérations me fait me demander si ce ne sont pas des gamins de 12 ans qui pensent jouer à un jeu vidéo idiot. Mais certaines personnes croient qu'elles peuvent prendre un marteau et faire disparaître le problème. Mais celui-là ne disparaîtra pas. Je veux dire, tu l'as très bien dit, quand tu as souligné combien de choses la République islamique d'Iran a déjà surmontées. Et vous savez que la seule fois où une véritable révolution indigène a renversé un régime, c'était celui du Shah. C'était un régime installé, faux, artificiel, qui avait remplacé le démocratiquement élu M. Mossadegh, n'est-ce pas? Qui, si je comprends bien, jouit encore d'une très grande estime parmi une large partie de la population iranienne. Je ne suis jamais allé en Iran, mais c'est ce que j'entends de mes amis et collègues. Et la révolution islamique a ensuite, en quelque sorte, porté au pouvoir des gens avec lesquels, je veux dire même la gauche et la partie progressiste de l'Iran, ne sont pas d'accord. Mais essayer d'attaquer un pays et croire ensuite qu'on peut simplement se débarrasser de son gouvernement, surtout dans un pays aussi vaste que l'Iran, avec ses 90 millions d'habitants et toutes les difficultés qu'il comporte, semble incroyablement insensé. L'argument principal, cependant, est que, oui, un changement de régime finira par arriver parce que la population locale est, disons, à 70-80% sous la coupe des 10-15% de mollahs, comme on les appelle. Et je pense que c'est une profonde méprise. Pourriez-vous peut-être nous expliquer un peu, d'après votre analyse et vos connaissances personnelles, comment fonctionne l'Iran et comment il gère ses propres désaccords politiques internes? Ce n'est pas propre à l'Iran. Cela s'est aussi produit en Russie. Il disait que tout venait de Poutine et de la Russie, tu vois? Il diabolisait Poutine et poutinisait la Russie pour tout faire s'effondrer là-bas. Mais concentrons-nous sur l'Iran. Ta question principale concerne l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'image que l'Occident essaie de nous en donner. Ils simplifient tout à l'extrême pour masquer leur ignorance de ce qui se passe réellement en Iran. Ils appellent cela le régime des mollahs. Ce n'est pas du tout une question de mollahs. C'est un système porté par le peuple, par beaucoup de gens. Il faut voir l'ensemble du système. Il n'est même pas directement lié aux mollahs. Ils n'ont pas vraiment de... Enfin, tu sais, c'est un pays qui s'est défini depuis, disons, l'après-révolution. À cette époque, les institutions religieuses essayaient de tout gérer parce que la révolution était encore très jeune. Mais avec le temps, on voit le système lui-même s'emparer du pouvoir en Iran. C'est le système qui dirige le pays. Ce n'est pas du tout comme la rhétorique qui simplifie tout à l'excès.
L'Iran est immense, vraiment immense. Je dirais, regarde comment fonctionne le gouvernement. Regarde le Parlement iranien. Regarde les différents outils dont le pays dispose. On dit que le guide suprême d'Iran n'est pas élu par le peuple. Mais les personnes qui choisissent le guide suprême de l'Iran et qui peuvent aussi le destituer ont elles-mêmes été élues à leur fonction. C'est, vous savez, tout simplement ridicule à mes yeux pour quelqu'un qui comprend réellement l'Iran. L'Iran n'a rien à voir avec la manière dont les médias traditionnels essayent de le présenter. Et aujourd'hui, quand ils parlent de renverser le gouvernement ou de tuer le guide suprême, on le voit tous les jours, des gens disant « nous allons tuer, nous allons assassiner le guide suprême de l'Iran et son fils ». Ils pensent que cela va provoquer un immense changement, que cela va tout transformer. Non, c'est simple. Ce n'est tout simplement pas vrai. You know, we are some father for very totalement. Ils pensent toujours que le dirigeant, ou la figure la plus reconnaissable d'un pays, est le pays lui-même. Comme si les États-Unis s'effondreraient demain si quelqu'un tirait sur Donald Trump. Je veux dire, Trump serait mort, mais les États-Unis continueraient d'exister, et ils vivraient dans la fureur et l'indignation. Mais pour une raison quelconque, ils croient que si l'on fait cela à un autre pays, alors tout disparaîtra. Bien sûr, certaines personnes comprennent cela, et nous savons qu'aux États-Unis, en particulier l'armée, on comprend que ce n'est pas le cas. Ils mettent d'ailleurs en garde la Maison-Blanche contre une action aussi insensée, car une fois que les bombes commencent à tomber, il devient très difficile de les faire cesser. Je veux dire, les amener à arrêter après la guerre de 12 jours était déjà un exploit, surtout du côté de l'Iran, puisqu'ils ont décidé de ne pas riposter davantage de manière radicale après Minuit Marteau, non? Mais il faut beaucoup de courage pour mettre fin au combat. Si vous deviez décrire l'Iran à des Occidentaux, que diriez-vous qu'il est le plus important de comprendre sur le fonctionnement du système? Je dirais que le système en Iran n'est pas... Enfin, disons les choses ainsi. Penses-tu que le système en Suisse ressemble à ce qui se passe en France? Non. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'Iran est un système unique. Pascal, un système unique. Quand on parle du guide suprême de l'Iran, il y a plusieurs aspects. Il y a le gouvernement iranien. Et certains disent que le guide suprême dirige tout, que le gouvernement n'a ni autorité ni pouvoir pour mettre en œuvre ses propres politiques. C'est faux. Totalement faux. Dans une certaine mesure, on peut dire que le guide suprême de l'Iran contrôle tout. Mais il est aussi une sorte d'équilibre entre la gauche et la droite en Iran. Nous avons deux types de forces, deux partis politiques, même si on ne peut pas vraiment les appeler des partis au sens où cela fonctionne aux États-Unis. Parce que c'est d'une certaine manière différent à comprendre. Vous voyez les mêmes personnes issues d'une révolution, avec le même état d'esprit principal, mais elles ont des idées différentes sur la façon d'appliquer leur politique au marché intérieur, au public étranger, sur la manière dont elles peuvent se connecter avec le peuple iranien et établir de meilleures relations avec d'autres pays. Mais le guide suprême représente une sorte d'équilibre entre la gauche et la droite. En Iran, nous les appelons réformistes et conservateurs, et ils essayent toujours de rester, vous savez, au milieu, au centre, sans pencher ni à gauche ni à droite, et d'aider le pays. L'objectif principal était celui-là. Mais la plupart des politiques actuelles, internes et externes, en particulier lorsqu'il s'agit du programme nucléaire iranien, relèvent de la sécurité nationale de l'Iran. C'est pourquoi le guide suprême apparaît comme totalement dominant. Sa vision et sa compréhension sont au cœur de tout le calcul. Cependant,
La plupart des politiques, 99% d'entre elles, internes et externes, sont décidées par le gouvernement iranien. Cela signifie que le guide suprême ne participe pas beaucoup à ces politiques et ne les influence pas vraiment. Et cela est largement mal compris en Occident. L'un des points soulevés est que bien sûr, à l'intérieur de l'Iran, il y a un bon nombre de personnes qui s'opposent au gouvernement central, qui s'opposent au guide suprême et qui fuient le pays. Elles vivent ensuite à l'étranger, j'en connais plusieurs, et elles sont mécontentes du régime théocratique. D'un autre côté, aux États-Unis, il y a au moins 50% des gens qui sont extrêmement mécontents du régime actuel. Donc, trouver de l'opposition dans un pays, trouver de l'opposition à la position actuelle, n'a vraiment rien d'extraordinaire. C'est juste, pourquoi pensez-vous qu'en Occident, et en Europe aussi, il y ait autant de personnes qui estiment que la violence serait justifiée pour renverser ce gouvernement? Quelle pensez-vous être la principale motivation? Pascal, l'enjeu au Moyen-Orient n'est pas d'y avoir un grand pays important et puissant. Tu sais, en ce qui concerne la guerre en Irak, comme je l'ai déjà mentionné, tout le concept, l'Iran était à son point le plus fragile lorsque la guerre a éclaté dans les années 1980. Il a fallu 8 ans à l'Iran pour sortir de la guerre que les Irakiens avaient commencée. Et le concept, regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Regarde ces États arabes du Golfe Persique. Penses-tu que ce qui s'est passé, l'attaque israélienne contre Doha, tu sais, le Qatar est l'un des alliés les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient. Et pourtant, on voit 15 avions de chasse israéliens survoler l'Arabie saoudite, se diriger vers le Qatar, frapper des cibles dans des zones civiles du Qatar, puis repartir. Et personne ne riposte. Personne ne s'occupe de ce qui s'est passé. Personne n'est capable de défendre le Qatar ou même de se rendre compte que cela se produit. Ils veulent que l'Iran soit comme ça. Ils veulent que l'Iran soit divisé. Regardez ce qui s'est passé. Je pense que l'exemple le plus important en ce moment, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Ils disaient tous qu'Assad était le gouvernement le plus problématique de la région. Et ils ont renversé Assad, fait tomber Assad, son soi-disant régime. Assad est parti. Le problème est-il résolu en Syrie? La Syrie est aujourd'hui divisée en 5 régions, si je ne me trompe pas. La Syrie est morte. La Syrie a été dévastée, détruite. Elle ne sera plus jamais unifiée comme elle l'était sous le gouvernement d'Assad. Tout est fini. Le principal sujet à l'ordre du jour se tourne maintenant vers l'Iran, Pascal. Ils veulent diviser l'Iran en morceaux. Ils ont dit « divisons la Russie en fédérations ». Ils veulent morceler l'Iran en provinces. Vous savez, la province du Kurdistan, la province arabe, la province turque, tout cela fait partie de l'agenda des États-Unis dans la région. Ils ne veulent pas du seul véritable pays influent d'Asie occidentale capable de riposter, à savoir l'Iran aujourd'hui. La Turquie fait partie de l'OTAN. L'Iran n'en fait pas partie. L'Iran ne fait partie d'aucune alliance. Vous savez, l'une des principales choses que j'ai mentionnées auparavant, c'est que la guerre en Ukraine a tout changé. Parce que l'Iran, si vous vous souvenez du JCPOA, le programme nucléaire, l'accord nucléaire avec les États-Unis et 5 pays européens, ils ont tous signé cet accord, le JCPOA, et Donald Trump s'en est retiré. Et l'accord, Pascal, était tel que, durant ces jours-là, la Russie et la Chine essayaient de rester au milieu, sans vraiment aider ni l'Iran ni les États-Unis, mais en cherchant à faire ce qui servait le mieux leurs propres intérêts. Aujourd'hui, la Russie et la Chine ne sont plus dans la même position. L'Europe non plus n'est plus dans la même position. L'Europe a perdu de son importance en ce qui concerne la politique étrangère de l'Iran. Vous savez,
Le ministre iranien des Affaires étrangères a récemment dit quelque chose d'étonnant. Le commerce entre l'Iran et l'Afghanistan est désormais supérieur à celui entre l'Iran et l'ensemble de l'Europe réunie. Je veux dire, ce n'est pas difficile quand on est sanctionné jusqu'au cou, n'est-ce pas? Et l'Iran n'est pas seulement soumis aux mêmes sanctions que la Russie. Il est aussi sous le coup de ces sanctions de l'ONU qui ont été imposées à une époque où la Chine et la Russie allaient globalement dans le même sens. Même si elles n'ont pas voté pour, elles les ont approuvées en s'abstenant de voter contre au Conseil de sécurité. Mais cette époque est révolue. Je veux dire, les sanctions sont toujours en place parce que, malheureusement, la résolution de l'ONU et celle du Conseil de sécurité à leur sujet sont toujours en vigueur. Mais ni la Chine, ni la Russie ne referaient jamais quelque chose de ce genre. Au contraire, elles essaient maintenant d'aider l'Iran à résister à l'assaut à venir. Mais laissez-moi vous poser une question. Puisque vous êtes ingénieur civil et que vous avez utilisé plus tôt une très bonne métaphore, celle d'une architecture de sécurité, à quoi, selon vous, devrait ressembler une architecture utile sur le continent eurasien? Et si vous étiez l'ingénieur chargé de la construire, par où commenceriez-vous? Je pense que je commencerai par le Caucase du Sud. Le Caucase du Sud est le cœur de l'Eurasie. Si l'on peut sécuriser le Caucase du Sud, on peut sécuriser le concept même d'Eurasie et tout le concept de l'Orient. Et qu'avons-nous dans cette région? Nous avons l'Arménie, l'Azerbaïdjan, jusqu'à la Géorgie. Et regardez ce qui s'est passé récemment. Le gouvernement britannique essaie de s'y rendre, d'établir des liens plus étroits avec les gouvernements de cette région. Regardez ce qui s'est passé avec l'accord stratégique. La vice-présidente des États-Unis s'est rendue en Azerbaïdjan pour signer un nouvel accord stratégique. Ce sont les guerres futures dont parle Lindsey Graham, celles qu'Israël prépare, les guerres à venir. La guerre future ne sera pas seulement contre l'Iran, mais contre tout le Caucase du Sud, car il faut déstabiliser toute la région pour parvenir à quelque chose. Ils ont d'abord essayé avec la Géorgie, oui, puis l'Ukraine. En ce moment, ils en viennent à... Eh bien, le problème d'ailleurs avec ce concept de déstabilisation de la région, c'est que ces gouvernements ne sont pas vraiment capables de le faire. Peu importe la puissance des États-Unis ou le soutien qu'ils peuvent apporter à ces gouvernements. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Avant février 2022, 700 000 soldats étaient prêts à combattre la Russie. Tous ces soldats ont disparu. L'Ukraine a été dévastée en conséquence. À mon avis, l'Ukraine ne peut pas survivre comme pays viable si elle laisse la Russie prendre Odessa et Mykolaïv et remonter jusqu'à Kharkiv. Elle cesserait d'exister comme pays indépendant. Ce ne serait plus qu'un petit État quelque part. Vous savez, la même chose pourrait arriver à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. Vous savez, pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, l'Azerbaïdjan a été utilisé pour attaquer l'Iran. Récemment, le chef du Conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, a pris contact avec des pays d'Asie occidentale et des États arabes du Golfe Persique, allant même jusqu'à discuter avec le gouvernement azerbaïdjanais, en déclarant que si vous participez à une guerre contre l'Iran, vous serez dévasté. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Iran. La Russie comprend à quel point la situation dans le Caucase du Sud est importante. La Chine le sait aussi, car il s'agit de vastes projets économiques, Pascal. Le corridor Nord-Sud, l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ce sont des efforts économiques majeurs, et les États-Unis, sous l'administration Trump, ont essayé de manipuler le Caucase du Sud autant qu'ils le pouvaient. The South Caucasus. I think, my opinion is that
Je pense que selon moi, la Russie d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'avant la guerre en Ukraine. La Chine d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'avant la guerre en Ukraine, ni celle d'avant la guerre commerciale contre la Chine. Ces pays ont été contraints de prendre conscience de leur force, de leur puissance, et de faire l'expérience du pouvoir qu'ils possédaient déjà. Ils n'auraient jamais imaginé devoir utiliser cette puissance contre les États-Unis. C'est ce qu'ils apprennent à travers leurs propres expériences. La Russie l'a appris de sa propre expérience. Une armée russe défensive en 2022, que beaucoup en Occident pensaient voir vaincue ou piégée en Ukraine, contrôle désormais environ 22% du territoire ukrainien, tandis que 85% du PIB du pays ont été perdus. Tu sais, quand on regarde cela, c'est assez intéressant que tu mentionnes le Caucase du Sud comme principal point de tension ou comme le principal endroit où quelque chose pourrait réellement changer. Parce que pour moi, cette région, tout comme l'Ukraine, est un exemple parfait de la manière dont la neutralité peut être utilisée comme solution pour créer des zones tampons, une sorte de no man's land, au bénéfice de toute l'architecture régionale. L'idée est de les maintenir ainsi pour assurer la sécurité de chacun des deux côtés, et la leur aussi. Mais c'est pour cela que tu vois l'échec de la neutralité à s'imposer comme solution pour l'Ukraine, ce qu'elle était vraiment, puis le fait qu'elle ait été sapée, écartée et empêchée de revenir comme solution, c'est à mes yeux le principal crime. Et le plus grand espoir que j'ai pour le Caucase du Sud, c'est que la Géorgie montre qu'il est possible, peut-être pas tant par les mots, mais au moins par les actes, de reprendre une telle position et de désamorcer la situation. Si l'Arménie et l'Azerbaïdjan suivaient une voie similaire, et si l'Iran entretenait alors une relation équidistante avec les deux, cela contribuerait énormément à créer de la stabilité. Mais malheureusement, les puissances intéressées par la déstabilisation et le chaos travaillent d'arrache-pied pour empêcher cela. La question pour moi est donc vraiment de savoir comment renforcer ces forces indépendantes et neutralistes sur le terrain, car cela permettrait de créer de la stabilité. Y a-t-il, à cet égard, quelque chose que vous diriez, oui ou non, qu'il faut garder à l'esprit lorsque nous réfléchissons à la construction d'architecture? Tu sais, en matière de construction d'architecture, je pense que l'architecture est déjà en train d'être bâtie par la Russie, la Chine et l'Iran. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ils l'ont en tête, ils connaissent la réalité de la région. Et dans le cas de la guerre contre l'Iran, Pascal, regarde simplement la situation non pas comme un conflit isolé en Ukraine ou un conflit isolé contre l'Iran. Regarde le tableau d'ensemble. Qui est le principal concurrent, le concurrent le plus important des États-Unis aujourd'hui dans le monde? C'est un pays appelé la Chine. Alors, qu'est-ce que la Chine? La Chine est un immense, gigantesque moteur capable de tout produire, d'une simple pièce d'équipement à un matériel militaire de grande envergure. Tout. Ils produisent tout, Pascal, tout. Alors comment peut-on faire tomber un pays comme la Chine? La seule solution, à mon avis, qui soit viable pour ces gens-là, les néoconservateurs et les néolibéraux aux États-Unis, c'est de couper les approvisionnements énergétiques de la Chine. Qui fournit de l'énergie à la Chine? La Russie et l'Iran. C'est pourquoi ce qui se passe en Ukraine faisait partie d'un agenda. Ils pensaient qu'avec l'Europe, ils pourraient piéger la Russie en Ukraine afin qu'elle ne puisse plus se relever. Le pire scénario pour la Russie, le meilleur pour eux, c'était de fragmenter la Russie en fédérations. La même chose est en train de se produire en ce moment. Ils essayent d'attaquer l'Iran. C'est le même concept. Le Venezuela. Que se passait-il au Venezuela? Quelle était l'importance du Venezuela? Maduro a dit « Je suis prêt pour n'importe quel accord que vous voulez mettre sur la table ». Ils ont répondu
Non, non, tu dois faire exactement ce que nous voulons que tu fasses. Tu sais, la stratégie des États-Unis aujourd'hui, c'est de contrôler le marché de l'énergie. Ils vont le contrôler. Parce que c'est la seule façon pour eux, tu vois, de frapper la Chine. L'armée ne cesse de parler d'aller combattre la Chine à Taïwan. Je pense que c'est totalement stupide. Personne ne ferait ça. On ne va pas aussi loin pour se battre contre la Chine. Et Taïwan est une petite île. Imagine seulement, comment peut-on combattre la Chine? Et c'est pourquoi je pense que l'objectif des États-Unis est de placer la Russie et la Chine, ainsi que l'Iran et la Chine, dans une certaine situation. Vous savez, après un an d'administration Trump, ils n'ont rien fait pour mettre fin au conflit en Ukraine. Et la guerre contre l'Iran se déroule en ce moment même. Tout tourne autour de la Chine, Pascal. On peut dire que l'Asie de l'Ouest est une question complexe. La Chine, l'Ukraine et la Russie, l'Europe et la Russie ont toutes leurs conflits. Je n'ignore pas ces faits. Je comprends la complexité de la situation en Ukraine et en Asie de l'Ouest. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans l'ensemble, la principale cible, c'est la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, le comprend parfaitement. Et l'ironie de toute cette situation, c'est que ces 4, 5, 6 dernières années ont réellement rapproché la Chine et la Russie. Désormais, ils incluent aussi l'Iran dans le lot, ainsi que l'ensemble des BRICS. L'ironie, c'est que c'est précisément là que réside l'espoir d'un monde plus équilibré et multipolaire, dans ce qui est en train de se créer aujourd'hui comme une contre-réaction que des gens comme Mearsheimer avaient prédit il y a longtemps. Il avait dit, si vous faites cela, vous allez créer exactement ce que vous cherchez à éviter, une grande alliance entre les autres. Et cette alliance ne ressemblera en rien à l'OTAN. Ce sera, et c'est déjà, une entité complètement différente. Mais allons-y. La façon dont la politique mondiale semble fonctionner, action et réaction des puissances et des forces, et apparemment des gens très très violents en Occident. Je dois le souligner, en Occident. La Chine, l'Iran, je veux dire, ils n'ont pas attaqué un autre pays depuis de très nombreuses années. La dernière guerre que la Chine a menée remonte à 1979 contre le Vietnam, une courte guerre. La dernière guerre de l'Iran a eu lieu lorsqu'il a été attaqué au début des années 1980 par l'Irak. Et avant cela, vous savez, on oublie souvent que l'Iran a été envahi en 1942 par les Alliés, par la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. C'était ceux qui l'ont envahi afin de couper l'approvisionnement en pétrole de l'Allemagne. Mais cela nous emmène très loin. Et Nima, je tiens à te remercier de nous avoir donné ton interprétation de la situation actuelle et de nous avoir permis de participer un peu à ton propre parcours d'apprentissage. D'habitude, je demande à mes invités où on peut les trouver, mais dans ton cas, je n'ai vraiment pas besoin de poser la question. Je dis simplement à tout le monde d'aller sur Dialogworks, de s'abonner à ta chaîne et de te suivre là-bas. Mais y a-t-il un autre endroit où tu écris parfois? Un endroit où les gens devraient te suivre? J'écris aussi sur X et ils peuvent me trouver là-bas. Oui, Dialogworks, oui. D'accord, Dialogworks sur X, Dialogworks sur YouTube. Oui, ce sera sur Substack. Nous avons un Substack. Ah, tu écris aussi sur Substack? Oui, nous mettons les vidéos sur Substack. Nous mentionnons le concept de la vidéo, toute la discussion, et nous la publions aussi sur Substack. Encore mieux, tout le monde, allez aussi sur Substack et découvrez le travail de Nima là-bas. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter à ce stade? Merci beaucoup, Pascal. Nous avons parcouru le monde. Nima, beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui.